Alors, je vais vous parler ce soir de la réalité virtuelle et plus particulièrement des usages professionnels, ce qu'elle peut vous apporter dans les usages professionnels. Donc, je vais commencer par me présenter moi. Je suis Christophe Gouet, je suis ingénieur en réalité virtuelle chez MiddleVR. Ça fait 2 ans que je suis dans cette entreprise que je vais présenter juste après. Et avant ça, j'ai fait 4 ans et demi chez Dassault Systèmes où je travaillais en tant que responsable réalité virtuelle sur un projet de merchandising. Voilà. Donc, je vais essayer de faire vite, hein, désolé. Alors, MiddleVR, qu'est-ce que c'est? Finalement, on est une boîte dont le métier est d'aider les gens à créer une application de réalité virtuelle qui va vraiment immerger les gens, qui va vraiment donner l'illusion. Nous, on va vous simplifier le travail et on va le rendre plus rapide pour que vous créiez votre application finale. Donc finalement, ce qu'on va vendre, c'est un morceau de logiciel qui va pouvoir se greffer à un moteur de rendu et vous offrir toutes ces possibilités-là très rapidement, passer d'un système à un autre. Par exemple, là, vous pouvez voir en vidéo, quand ce sera passé, ouais, le genre de possibilités qu'on va offrir au travers de notre produit. Et donc là, le concept, c'est que la personne qui développe une application finale arrive très rapidement à ce niveau-là de qualité avec à peu près n'importe quel matériel en configurant, en très simplement ajoutant « j'ai tant d'écran à tel endroit, j'ai tel type de lentille dans mon casque, j'ai tel type de choses ». Au bout de 5 minutes, on sauvegarde notre fichier de configuration, on fait play et votre application marche dans un nouveau système de réalité virtuelle. Là, on est en train d'ajouter des nouvelles fonctionnalités pour ajouter de l'interface 3D immersive, des pages HTML5 à l'intérieur, vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc, je vais passer un peu rapidement. Donc, on arrive sur le sujet. Finalement, tout le monde sait ce que c'est la réalité virtuelle. Qui ne sait pas ce que c'est la réalité virtuelle? On a fait pas mal de choses déjà, mais qui ne pense pas avoir une définition à peu près scientifique de la réalité virtuelle? Bon, tout le monde sait très bien ce que c'est la réalité virtuelle, ok. Pour nous, la réalité virtuelle, ça va être la présence, avant tout la présence. Et qu'est-ce que c'est la présence? La présence, c'est sentir que les objets du monde virtuel qui nous entourent sont présents et se sentir présent parmi eux. Donc dans un monde virtuel qui peut être basé sur le réel ou sur quelque chose de complètement imaginaire. Donc là, vous pouvez voir le genre de systèmes qui peuvent être utilisés pour la réalité virtuelle. Donc les casques, on en a beaucoup parlé. On a un peu moins parlé de tout ce qui est wall, donc des grands murs de réalité virtuelle, voire des caves, des cubes immersifs dans lesquels vous immergez complètement. Alors, on arrive aux 2-3 slides un peu techniques, je vais essayer de passer vite là-dessus. Qu'est-ce que c'est la présence? Parce que pour vivre la présence, finalement, tout ce qui se passe au niveau de la réalité virtuelle et de la présence, c'est dans votre cerveau. C'est dans le cerveau que la magie s'exécute. Tout le reste, c'est que du matériel qui vous amène à ça. Mais alors, dans votre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être utile à l'intérieur du cerveau? Dans le cerveau, vous avez 2 parties principales. Vous avez le néocortex qui est au-dessus, qui va gérer tout votre pouvoir de réflexion. Ça, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle la présence cognitive, c'est-à-dire on me raconte une histoire, on me fait jouer un jeu vidéo, et à force de prendre partie à l'histoire, finalement j'ai l'impression d'y être. On a ce petit frisson, au bout d'un moment, on était dedans. À l'inverse, on a l'autre partie du cerveau, donc tout ce qui est le limbique, qui va prendre en direct tous les sens, pré-mâcher, c'est le subconscient un peu, qui va pré-mâcher tout ça, et vous donner la sensation de « tiens, cet objet, je le vois, quand je le touche, il fait le bruit, il est là, il est présent ». Et donc là, ça va être vraiment basé sur le sens. Donc c'est la combinaison de ces deux-là qui vont vous amener à une présence totale dans un univers virtuel. Donc, une petite règle qu'on aime bien dire, c'est que finalement, quand vous faites de la réalité virtuelle, vous devez à peu près toujours avoir l'air ridicule. C'est une règle de base, vous pouvez regarder dans tous les médias, c'est obligé. Donc ça, c'est un cave dans nos locaux. Donc, là, vous pouvez voir, je suis dans un cave. Donc, c'est des faces qui m'entourent complètement. À l'intérieur de cet appartement, j'ai vraiment l'impression que la table existe. J'ai l'impression de pouvoir... j'ai pas besoin de chercher le bouton pour s'accroupir, pour m'accroupir. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce genre d'usage naturel. J'y suis, les interactions sont au plus naturelles. Là, la chaise, on a beaucoup de petits incidents où les gens peuvent aller jusqu'à se prendre les écrans tellement ils ont perdu conscience qu'ils étaient dans un système de réalité virtuelle. Au bout d'un moment, les gens regardent juste à l'infini et veulent courir dans la prairie. Et c'est là où on pense que la présence a été atteinte, c'est-à-dire qu'au niveau sensoriel et au niveau cognitif, ils y sont. Donc, autre type de système, on en a déjà parlé là. Donc, il y a les casques de la réalité virtuelle, évidemment. Alors, la réalité virtuelle, beaucoup de gens ont cru qu'elle était morte, puisque finalement, on a un peu parlé du Virtual Boy. L'industrie du jeu vidéo, etc., a commencé à faire sortir du matériel de réalité virtuelle style Rift. Au début des années 90, on s'est dit, ça y est, la mode est arrivée, ça s'est arrivé. Finalement, ça s'est écroulé complètement, et pendant 20 ans, ça a été un peu le silence pour le grand public. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau des usages professionnels, que ce soit pour les industriels ou pour les chercheurs,
il y a toujours eu d'énormes dépenses dans la réalité virtuelle et ça les a déjà énormément aidés pour leur travail de tous les jours. Donc là, vous pouvez voir un peu les logos des entreprises qui ont toujours utilisé énormément ça et quelques chiffres. Donc pourquoi maintenant? Finalement, l'économie au début, c'était juste je vais acheter un marteau, hein, juste une économie de produits. On a ajouté de plus en plus de services. Et finalement, aujourd'hui, on arrive dans une économie d'expérience. Et l'expérience, comment dire, la réalité virtuelle, c'est un peu l'expérience ultime dans un sens. On peut vraiment fournir quelque chose où l'utilisateur ou la personne qui regarde notre pub va être complètement immergé et va prendre partie dans l'application. Au-delà de ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le matériel devient de moins en moins cher, l'Oculus Rift devient accessible financièrement au grand public, et donc grâce à cette évolution des technologies, on y est. Aujourd'hui, donc, c'est le Big Bang. C'est-à-dire ça fait des années finalement que dans le milieu pro, on n'arrête pas de dire on est à la préhistoire de la réalité virtuelle. Il y a plein de choses qui marchent bien, mais finalement on se rend compte que c'est encore assez rugueux, c'est la jungle au niveau des périphériques, donc ça reste encore, c'est pas aussi plug and play que votre écran, vous le branchez, ça marche, vous ne posez pas de questions. Donc là on commence vraiment à y arriver. Donc les applications de la réalité virtuelle. En application de la réalité virtuelle, par exemple, vous avez tout ce qui est le travail d'un ingénieur qui va concevoir une voiture. À l'époque, il devait passer par une maquette physique. La maquette physique a pas mal de désavantages qui sont, par exemple, je trouve que la voiture ne va pas à cet endroit-là, est-ce que tu peux la modifier s'il te plaît? Il y en a pour des heures où on reprend rendez-vous. Inversement, au niveau du logiciel, cette fois-ci, ça a toujours été quelque chose d'assez rugueux. Il y a vraiment plein d'options, plein de choses possibles. Et même la vue 3D en elle-même, on a du mal à se rendre compte des volumes à l'intérieur. Si vous n'êtes pas un professionnel qui a l'habitude d'utiliser le logiciel, vous êtes carrément perdu. Donc si un ingénieur vous montre ça, vous avez un peu du mal à le suivre. Mais aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers le fait d'inclure tout le monde dans la maquette. À ce niveau-là, on va tous avoir une compréhension intuitive de ce qu'on voit, et on va pouvoir aussi utiliser des interactions qui sont intuitives. Je veux tourner le volant, je ne vais pas chercher le bouton pour tourner le volant, je l'attrape et je le tourne. On arrive dans ces choses-là où tout le monde peut être mis dans la boucle, j'y reviendrai. Donc, c'est un peu ce que je disais, on peut vraiment passer au travers de l'écran et tous se retrouver impliqués dans le... Je vais passer assez vite sur celle-là, je l'ai un peu dit. On va économiser un peu de temps. Voilà, donc ce qui va être aussi très intéressant, c'est que le fait de pouvoir amener tous les gens de tout corps de métier dans la même application, dans la même réunion, va vous permettre d'avoir les avis de tout le monde sur toutes les parties très vite, tout de suite, et voire même de le modifier en temps réel tous ensemble. Donc on va éviter 1000 réunions, on va éviter 1000 erreurs où on a mal perçu la chose parce que c'était un plan 2D. On va avoir les avis à la fois au niveau du design qu'au niveau de l'apparence du produit final, qu'au niveau fonctionnel. Ensuite, ce produit-là, vous allez même pouvoir, comme cette petite caméra GoPro, avoir la sensation qu'elle est là et vraiment l'utiliser avant même d'avoir visionné quoi que ce soit. Donc vous pourriez avoir l'interface qui réagit et prendre des photos dans le monde virtuel et vous rendre compte, en simulant les optiques avec de la simulation physique, de l'usage final du produit. Les gens qu'on va pouvoir faire rentrer dans la boucle peuvent être aussi le client final. Par exemple, j'ai un ami, sa mère a acheté une cuisine toute équipée. Elle arrive le premier jour dans sa cuisine qui est toute finie, elle est toute contente, et son frigo, elle se rend compte qu'elle ne peut pas du tout accéder au-dessus du frigo. Et c'est bête, parce que c'est quelque chose dont elle se rend compte vraiment à la fin, une fois que c'est fini. Si elle avait pu visiter comme ça sa future cuisine avant même qu'on crée quelque chose, et qu'elle mime certains de ses usages, elle se serait tout de suite rendu compte que le frigo, il lui semble beaucoup trop gros. Donc là, inclure le client dans la boucle finale vous évite pas mal d'erreurs et une meilleure qualité du produit au final. Au niveau de la qualité du produit, il y a aussi sa qualité, sa facilité à être construit ou sa facilité à être réparé. Parce que dans la boucle, vous pouvez faire venir la personne qui va se charger de réparer et d'entretenir le matériel. Ce gars-là va vraiment faire reproduire les gestes de la vie de tous les jours et va vous dire « Attendez, ça ne va pas, je ne peux pas passer mon bras ou c'est super inconfortable, vous ne pourriez pas faire un petit aménagement ». Donc le produit, finalement, tout au long de sa vie, une fois que vous l'aurez conçu comme ça, plus rapidement, etc., vous aurez un produit qui est plus propre à ses usages, mais pour toute sa vie, finalement. Toutes les étapes de sa vie sont un peu mieux conçues. En plus de la conception, on a Clarté qui a développé une suite logicielle Improve qui vous sert à concevoir des chaînes de montage, donc vraiment pour la création de tous ces produits-là. Et sur une chaîne de montage, on ne peut pas interrompre, ça coûte très cher d'interrompre une chaîne de montage pour bouger le mobilier, pour tester quelque chose. Donc là, ils vont reproduire en virtuel une chaîne de montage.
et mettre des gens réels dans cette chaîne de montage virtuelle pour tester tous les gestes du métier. Et là, grâce à l'analyse des postures de manière traquée avec des logiciels, vous allez pouvoir aussi dire les pathologies qui peuvent être développées par vos ouvriers. C'est-à-dire que là, on lui fait prendre des postures qui vont fatalement l'amener à avoir des problèmes d'articulation, etc. Donc, vous pouvez analyser tout ça, améliorer aussi la vie des ouvriers qui vont travailler sur vos produits. Le design, donc j'en parlais un peu tout à l'heure, vous pouvez aussi créer en étant déjà en présence du résultat final. Et ça, c'est assez cool, puisque finalement, vous n'avez pas à faire la queue devant la petite usine qui va vous fabriquer votre produit pour vous dire « alors, ça va ressembler à quoi ?» Là, vous êtes vraiment dedans. Vous pouvez corriger en temps réel, et c'est vraiment le paint ultime, quoi. À ce niveau-là, on est dedans. Donc, les valeurs pour tout ce que va pouvoir vous apporter la réalité virtuelle, finalement, ça va être de réduire votre temps de fabrication, avoir un produit qui sort de meilleure qualité sur un peu tous les aspects de sa vie, et vous allez économiser donc du temps et de l'argent. Le marketing, ça peut être pas mal et on en voit de plus en plus. Au niveau du marketing, déjà, bon, la VR a fait le buzz en ce moment. C'est assez cool de montrer un truc de VR sur un stand, dans un salon, etc. Mais en plus de ça, si vous impliquez un utilisateur final dans une expérience qu'il va devoir vivre, peu importe sa résistance à votre pub, finalement, il va être obligé de la vivre puisqu'il va être dedans. Donc du coup, il va être vraiment impacté par les messages que vous allez vouloir transmettre dans votre publicité. En analyse de magasin, par exemple, vous voulez changer la disposition de votre magasin. Là, en virtuel, avoir cette reproduction, cette maquette virtuelle du magasin peut vous permettre de mettre en situation votre nouveau produit avec son nouveau packaging, d'amener des gens et de reproduire ils vont reproduire les comportements de la vie de tous les jours. Et là, vous allez être content de pouvoir enregistrer vraiment là où ils regardent, là où ils marchent et finalement analyser pourquoi est-ce que mon produit a été bien vu, est-ce qu'il a été acheté et pourquoi. Si vous avez un espace de vente, vous êtes limité par votre espace physique au sol, pour les produits physiques bien sûr, du style, vous voulez montrer toutes les voitures de toutes les gammes avec toutes les couleurs, ben, personne ne peut le faire parce que c'est trop gigantesque. L'avantage de la réalité virtuelle pourrait être de vous amener à avoir une seule pièce qui contient un système de réalité virtuelle, donc toujours un espace physique contraint, limité, mais dans lequel vous pouvez faire défiler un monde virtuel infini. Donc à ce niveau-là, quelqu'un qui viendrait tester ou au moins chercher la voiture qu'il aime, pourrait faire défiler toutes les versions de voitures possibles et imaginables. Au-delà de ça, vous pouvez aussi aller chercher quelqu'un loin à l'autre bout du monde, puisqu'il suffit qu'il ait un système de réalité virtuelle là-bas pour qu'il puisse télécharger l'expérience et se balader dans votre magasin virtuel. Donc voilà, le buzz, l'image high-tech, on a tout ça, et encore plus d'impact, puisque les gens sont vraiment en présence de tous vos produits, de l'expérience que vous voulez leur faire vivre. Au niveau de l'apprentissage, donc quand vous voulez former quelqu'un, généralement c'est ça. D'ailleurs c'est un peu ça, là, vous êtes tous un peu passifs en train de regarder ce que je dis. Si on était dans un système de réalité virtuelle, peut-être qu'on aurait des choses un peu plus interactives. Là voilà, c'est le problème, c'est que quand on en ressort, on n'a pas forcément tout mémorisé, il y a des moments où on s'ennuie, des moments où on pense à autre chose, parce que ce n'est pas nous qui faisons la tâche finale qu'on est en train d'apprendre. Par exemple, la SNCF forme ses employés à des tâches qui vont faire que très rarement, qui sont très dangereuses. Et jusqu'à cette simulation-là, ils étaient obligés de bloquer les rails pendant un certain temps, d'amener tout le monde sur le lieu, de répéter les opérations autant qu'ils peuvent dans la journée sur le temps qu'ils ont bloqué. Et ça coûte très cher et ça reste quand même assez dangereux. Et c'est une opération qu'ils ne sont peut-être pas amenés à faire une fois dans leur vie, mais qu'ils sont obligés de savoir faire. Et donc là, avec la réalité virtuelle, ils vont pouvoir venir dans le système autant de fois qu'ils veulent, répéter, jusqu'à avoir vraiment la maîtrise du geste sans bloquer tous les rails. Donc là, on va avoir une formation qui va être plus complète. La personne étant impliquée, elle ne s'ennuie pas, elle fait vraiment le geste final. Et on y va à la pratique tout de suite. Alors là, c'est Saint-Gobain. C'est une entreprise qui va projeter sur l'extérieur de vos murs du crépi pour isoler vos maisons. Les gars qui sont chargés de projeter ça à la lance ont besoin de faire un geste très précis. C'est très fin, ils n'ont pas le droit de se rater. Et pour le coup, ils avaient des hangars avec des murs, des vrais morceaux de murs, et ils projetaient du crépi comme ça à la chaîne, du vrai crépi. Ça leur coûtait très cher pour former les gens. Aujourd'hui, ils ont investi dans cette solution-là, un petit mur virtuel avec toute la réalité virtuelle qui va... Donc il y a des vibreurs, la lance est vraiment réaliste par rapport aux ouvriers au niveau du poids et de son comportement. Et donc, il va projeter du crépi virtuel. Un des avantages, c'est une énorme économie qu'ils ont annoncé. Ils ont quelque chose comme 30% de retour sur investissement sur leurs frais de formation.
Et pour le coup, ils sont très contents parce que les gens sont parfaitement aussi formés aux gestes quand ils arrivent sur le terrain. Et avec l'évaluateur, ils vont pouvoir regarder sur la tablette la map de chaleur de là où est-ce que je me suis un peu raté, où est-ce que j'ai mis trop d'épaisseur, etc. Donc ils ont un meilleur retour finalement sur leur travail. Donc là, après, il y a énormément de domaines dans lesquels c'est déjà utilisé aujourd'hui. Hein, tout ce qui est militaire, les chirurgiens, ça peut aller vraiment très loin. On a un gain donc, en réalité virtuelle de motivation des gens qui sont vraiment impliqués. Et du coup, les gens motivés qui vivent vraiment l'expérience qu'ils sont en train d'apprendre vont bien mieux le retenir, puisqu'ils l'ont déjà vécu. Donc vous arrivez sur le terrain, vous l'avez déjà vécu. Comme les militaires qui ont besoin d'arriver sur le terrain et d'être efficaces tout de suite et de ne pas se rater, là, ils peuvent répéter des scénarios à la chaîne en réalité virtuelle et ça leur semblera étrangement familier quand ils seront sur le terrain. Donc voilà, on a aussi entraîné les gens sur... Vous voulez bâtir une centrale nucléaire et que dès le premier jour de la mise en marche, j'appuie sur On et tous les ouvriers sont OK. Le problème, c'est que la centrale n'existe pas aujourd'hui. Là, ce qui est génial avec la réalité virtuelle, c'est que vous allez pouvoir les mettre dans la centrale virtuelle pendant des mois avant que la centrale marche. Du coup, le premier jour, on appuie sur On et les gars sont vraiment opérationnels tout de suite. Donc là, on a aussi encore des gains de temps et d'argent sur ces choses-là. Donc voilà, pour résumer, vous économisez un peu de tout. C'est assez commun à tous ces domaines-là. Mais si on veut aller au-delà de la simulation du réel, puisque jusque-là j'ai beaucoup parlé de choses qui étaient quand même de la simulation de choses réelles, un peu plus optimisées, vous pouvez changer l'échelle du monde par exemple dans votre simulation. Donc quand vous allez former des gens à analyser des molécules ou des systèmes planétaires, vous allez pouvoir les mettre à une échelle avec laquelle ils vont mieux comprendre et mieux saisir les choses. Vous pouvez aussi changer et étirer le temps. Donc si vous voulez ralentir un événement pour qu'ils comprennent mieux ce qui s'est passé pendant l'événement, l'accélérer, faire pause, etc., vous voyez bien. On peut rajouter, alors ça on connaît déjà bien avec les logiciels 3D actuels, mais finalement la réalité virtuelle vous propose de vivre la situation en ayant ces indicateurs-là, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas sentir certaines choses, des ondes électromagnétiques, certains pics de chaleur dans d'autres pièces, il va pouvoir avoir accès à toutes ces données-là alors qu'il vit une situation qu'il croit réelle. Donc du coup, il a vraiment une vue globale. C'est pas juste, il apprend sur des plans d'un côté et il va le vivre après. Il peut tout faire d'un coup et avoir une vue vraiment globale de tout ce qui se passe au même moment. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur. Vous êtes docteur, vous devez annoncer à votre patient qu'il a un cancer. Il y a, ok, pas de bonne façon de le faire, mais il y en a des pires et on a du mal toujours à trouver les mots. Les gens sont formés à ça. Ces gens-là sont formés à ça. Et là, l'avatar justement qu'ils ont en face d'eux va simuler plein de réactions émotionnelles. Et donc, avec leur coach, ils vont pouvoir s'entraîner à l'annoncer de la meilleure façon possible. Et finalement, se retrouver face à cet avatar-là les impacte vraiment émotionnellement. Et donc, ils essaient de ne pas perdre leurs moyens dans ce genre de situation-là. Donc, voilà. Donc, pour la formation, vous allez aussi réduire les risques. Je n'ai pas assez insisté dessus, j'en ai un peu parlé pour le train, mais il y a beaucoup de moments de formation finalement où il y a des gens qui se blessent. Et là, avec la réalité virtuelle, vous formez tout aussi bien, mais vous évitez de vous blesser. Alors, en architecture, alors là, on va pouvoir aller un peu vite parce qu'on a déjà un peu vu. Donc, vous avez une maquette et au lieu d'avoir une petite maquette en bois ou des plans ou des photos en avance, vous allez pouvoir rentrer un peu comme la cuisine dans votre maison et dire sur le tas, non, non, ça ne me va pas, est-ce que vous pourriez le changer avant de faire la maison? Pareil, vous avez besoin de placer des caméras de surveillance sur une maison, vous allez pouvoir avoir une vue du ciel, revenir à l'intérieur et vous rendre compte de tous les points que vous voyez. Donc voilà, l'architecture, il y a beaucoup de choses, un peu toujours les mêmes choses finalement, on gagne énormément. En scientifique, alors là en scientifique, je vais faire court, mais une soufflerie, ici, ces données-là ne sont pas forcément intuitives à voir avec des plans, avec des tableaux de chiffres. Quand on vous met dedans avec tous les flux qui vous entourent, où vous pouvez vous reculer, vous pouvez changer l'échelle, le temps, vous comprenez tout de suite tous les flux. Et vous avez une compréhension intuitive. C'est là-dessus qu'on va finalement gagner, c'est qu'en réalité virtuelle, comme vous y êtes et que vous avez une compréhension intuitive de tous les volumes, de tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui vont vous être pré-mâchées par vos subconscients, qui a plein de réflexes dans la réalité. Donc là, une analyse plus facile des données scientifiques. En santé, vous allez pouvoir incarner un avatar, donc on en a parlé tout à l'heure. Cet avatar, bon, il peut vous représenter vous, à peu près vous ressembler, comme il peut être un peu plus fantasmé. Un avatar peut vous représenter peut-être dans un sexe différent, pourquoi pas, et il peut être complètement ce que vous avez envie, puisque la réalité virtuelle vous le permet. Vous pouvez aller jusque-là. Donc ça, c'est pour ouvrir la suite, c'est que en réalité virtuelle, vous pouvez vivre des situations en étant autre chose,
ou en étant vous-même. Et en étant vous-même, vous pouvez aussi affronter vos propres peurs. Donc Acrophobia, c'est une application qui va vous permettre d'affronter votre peur du vide en vous y confrontant vraiment. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas être en danger, mais vous avez toutes les sensations, tous les warnings sont là dans votre tête. Même si on vous pose la question, vous répondez que c'est virtuel, les gens s'accrochent au mur, c'est un peu impressionnant les réactions qu'on a. Donc, hop. Voilà. Donc avec ça, on traite énormément, il y a déjà pas mal de traitements de phobies qui sont en cours. L'arachnophobie, vous avez vraiment le contrôle sur le comportement des araignées. Vous pouvez même jouer sur des araignées non réalistes qui sont géantes, etc. Jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment traité avec de vraies araignées dans du formol. Là, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est que pour une peur du vide, ils ne sont pas obligés de vous amener sur le toit du bâtiment. On va pouvoir vraiment vous y confronter. Et là, avoir la main sur tous les paramètres de la réalité virtuelle permet de vraiment jauger les choses en précision. Alors ça, c'est une expérience assez sympa que Stanford a faite. En gros, la réalité virtuelle peut vous améliorer votre confiance en vous, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont créé un miroir virtuel. Ce miroir virtuel va vous représenter, mais donc un avatar, puisque c'est de la réalité virtuelle. Et cet avatar, on va choisir ce qu'on veut vous montrer, qui vous êtes. Donc c'est vraiment ce reflet-là qui va bouger comme vous, que vous allez vous approprier. À ce moment-là, on peut décider de vous mettre un avatar qui est un petit peu plus sexy que vous, ou peut-être... Ah, ça bouge pas. Voilà. Ou peut-être un avatar qui l'est un petit peu moins. Et là, on va vous confronter à ce reflet de vous-même pendant 90 secondes, laissez reposer 1 heure, et au bout d'1 heure, on vous amène sur un site de rencontre. Et vous devez choisir un partenaire. Et le résultat des tests, ce qui est assez impressionnant, c'est que tous ceux qui ont eu un avatar plus sexy ont été beaucoup plus ambitieux sur le choix de leur partenaire que ceux qui ont eu un avatar bien pire. Donc, on a quelque chose, au bout d'1 heure, ces gens-là ont gardé ou perdu une confiance en eux. Et donc, du coup, on peut vraiment prendre de la confiance. Il y a des exercices de force comme ça où on tient plus longtemps si on se sent plus baraqué par rapport à notre avatar. Donc, on peut jouer sur ces choses-là. Oui, en plus de ça, on va pouvoir mieux comprendre son entourage, c'est-à-dire que les gens qui vivent des handicaps, que ce soit visuels ou autres, on va pouvoir vivre leur handicap. Au travers de ça, vous allez mieux comprendre vos proches ou bien pouvoir mieux trouver des solutions à leurs problèmes. Là, par exemple, la salle de bain, ils ont trouvé le fait que augmenter les contrastes entre le bleu et le blanc dans la salle de bain améliore leur quotidien puisqu'ils se repèrent mieux chez eux. Donc voilà, on a fait le tour des applications dont je voulais vous parler ce soir. Donc, vous avez vu un peu tout ça. Ça, c'est vraiment des applications qui sont là depuis une vingtaine d'années. Là, ça a toujours été, on n'en parlait pas, mais on utilisait des gros systèmes de plusieurs millions d'euros pour faire tout ça. Mais attention au niveau de la réalité virtuelle, à savoir pourquoi on fait de la réalité virtuelle. C'est qu'on n'est pas là pour faire de la mauvaise réalité virtuelle juste parce qu'on est forcé, il faut absolument faire de la réalité virtuelle. En gros, l'argument, c'est de dire que si vous voulez la présence, qui est vraiment le cœur de la réalité virtuelle, c'est se sentir présent. Cet objet-là, je le vois, le fait que je le touche et ce que je sens que je l'ai touché au moment où je vois que je l'ai touché, me donne la sensation qu'il est là. Si vous voulez cette présence-là, vous allez avoir besoin d'un certain type de matériel. Donc il y a l'Oculus Rift qui est très bien, mais vous allez potentiellement vouloir le compléter par d'autres matériels. Il faut que ce matériel s'accorde au niveau du retard du toucher, etc. Donc voilà, il y a un problème de matériel. Et il y a un problème d'interaction. Finalement, si vous avez des interactions 3D très compliquées pour attraper les objets, pour vivre dans le monde virtuel, vous allez être déconnecté. Et donc, tout ce cocktail-là de petits dysfonctionnements logiciels et matériels vont vous amener potentiellement à vivre une mauvaise expérience qui n'est pas de la réalité virtuelle, puisque vous n'aurez pas eu cette illusion, vous n'aurez pas oublié de vous poser cette question-là, est-ce que je suis dans du virtuel? Vous n'aurez pas été dedans. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi avoir la nausée, puisqu'on en a pas mal parlé depuis tout à l'heure. La nausée, ça va être donc cette différence, en fait, voilà, c'est cette différence entre ce que le cerveau voit et ce que le cerveau sent. Il y a certaines choses qui doivent être bien faites. La navigation, on en parlait, c'est un très gros problème encore aujourd'hui. C'est à vous de designer vos expériences pour que l'utilisateur ne puisse pas se balader dans tous les sens. Parce que là, évidemment, la majorité du public va vomir. Même moi qui ne suis pas très sensible, j'ai vu plein d'expériences où j'ai vomi. Non, je n'ai pas vraiment vomi, mais j'en avais vraiment envie. Voilà, donc si vous voulez faire une application 3D et que finalement vous n'avez pas besoin de présence, pourquoi pas une application iPad? C'est que la réalité virtuelle est importante pour ce qu'elle est. N'oubliez pas ça. Donc voilà, pour aller au-delà de la réalité, on va jouer un peu avec les illusions perceptives.
C'est génial, la réalité virtuelle, on peut faire pas mal de choses intéressantes comme ça, puisque nos sens ne sont pas parfaits. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on joue pour vous faire croire que vous êtes dans un monde virtuel. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas aussi fins que ce que vous voudriez, et vous n'êtes pas aussi conscient de tout ce qui vous entoure tout le temps. Donc là, par exemple, on va pouvoir utiliser tout ça pour la marche redirigée. La marche redirigée, c'est j'ai un grand salon, j'ai de la chance, il est quand même assez grand, mais malgré tout, je ne peux pas parcourir la forêt virtuelle pendant des heures, parce que je vais me manger un mur. L'avantage ici, c'est que ces recherches-là, c'est de faire à cette personne cette trajectoire-là dans le virtuel, alors qu'on lui dévie progressivement sa vue. Et donc, comme on lui dévie progressivement sa vue suffisamment doucement, ses sens ne perçoivent pas qu'il est en train de dévier, mais toutes les mécaniques du limbique vont quand même essayer de corriger en tournant. Donc du coup, il va tourner sur lui-même en croyant décrire la trajectoire droite, et quand on lui demande après, il ne sait pas qu'il a tourné. Donc on va le rediriger constamment au centre de la pièce, et lui, il croit qu'il s'est fait une ville entière, etc. Un peu même genre, là vous avez une pièce, on va jouer sur une autre caractéristique, Greg, que tu dois bien aimer, c'est l'aveuglement au changement. L'aveuglement au changement qui est pas mal utilisé en magie, puisque quand vous êtes concentré sur quelque chose, on peut changer plein de choses dans la pièce à ce moment-là. Quand vous revenez dessus, vous n'avez pas noté que ces choses ont changé. On ne peut pas tout mémoriser comme ça, on ne peut pas tout voir. Et on peut l'utiliser en réalité virtuelle, puisque quelqu'un que je fais marcher dans le physique et dans le virtuel comme ça, je le fais rentrer dans la pièce. Quand il rentre, fatalement, il va être intéressé par le bureau, il va y aller. Au moment où il regarde le bureau, moi, ce que je fais, c'est que je vais inverser les proportions de la pièce, je vais décaler un peu et je vais mettre la porte là et le couloir ici. Tout ça, les gens ne le voient pas. Le voient pas. Si on leur a posé la question, fais attention, ça va bouger, ok. Mais les gens ne le voient pas quand ils le vivent. Ce qui se passe du coup, c'est que la personne est rentrée là, elle a été au bureau, le bureau est toujours à la même place, elle revient en arrière et elle sort par là. Donc quand elle continue dans le couloir, elle va par ici. Donc ça veut dire que cette personne qui croit faire un bureau, puis un autre bureau, puis un autre bureau, finalement elle va là, elle repasse là, elle fait un autre bureau, elle fait un autre bureau, elle fait un autre bureau. Et elle tourne en rond. Alors que quand on lui demande après, elle ne pense pas du tout avoir tourné en rond. Ça, c'est un peu la même chose, c'est assez génial. Ils ont fait un chemin en gravier pour qu'on ait la sensation du gravier sous les pieds quand on est sur un chemin de gravier. Donc dans l'application, elle est sur un chemin de gravier, elle se défile devant plein de bâtiments sur un chemin et elle va visiter tous les bâtiments à la chaîne. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que chacun des bâtiments, c'est une boucle. À chaque fois, elle revient sur le même chemin de gravier, elle le refait à l'infini, comme vous pouvez le voir là. Et c'est assez génial et ça marche super bien. Donc en fait, c'est tout con. Le rectangle bleu, c'est le monde physique, c'est le vrai hangar, et ça, c'est le monde virtuel. Elle commence ici, elle arrive sur le chemin de gravier, elle rentre dans son bâtiment. Au moment où elle rentre dans le bureau, un peu comme tout à l'heure, et qu'elle va voir le bureau, nous, on change la proportion de la pièce. Donc regardez, le bureau n'a pas changé dans le monde physique, il est toujours au même endroit. Par contre, on a étiré la pièce, la porte, on l'a mise là, et du coup, ça nous a permis, cette pièce-là, de la remettre au début. Et elle ne peut pas le mémoriser, tout ça. Donc quand elle se fait demi-tour, pas de problème, elle sort de la pièce, elle sort du building, et pour elle, elle est genre là. Donc elle pense faire ça. Alors qu'en fait, elle est revenue au début, et puis elle va rentrer dans les bâtiments d'après, etc. Donc ça, c'est assez génial, parce que ça marche très très bien, et c'est à moindre coût. Il faut juste connaître les failles. Là, c'est un peu la même chose. Vous avez besoin d'avoir une table inclinée. Dans le monde virtuel, vous avez une sorte de table à dessin et vous n'avez pas de table inclinée physique. Et vous voulez qu'il touche la table et qu'il la sente quand il voit qu'il la touche. Et ben, vous pouvez jouer là-dessus. Puisque finalement, alors j'aurais aimé avoir mes deux mains pour mimer ça, mais j'ai ma main physique qui va toucher une table à plat. Et au moment où ma main physique approche, la main virtuelle que j'ai, parce que je suis dans l'Oculus Rift, va bouger légèrement différemment, elle va ralentir et elle va s'arrêter sur une table inclinée qu'on m'affiche. Et si au moment où la main virtuelle touche la table inclinée, ma main physique sent qu'elle touche la table plate, quand on demande aux gens, ils pensent qu'on a remplacé la table et qu'on a mis un truc incliné. Donc vraiment, on est capable de tromper le cerveau sur toutes ces choses-là, ce qui nous amène au fait que jouer avec la perception humaine au-delà de juste ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut aller au-delà de ces frontières-là en utilisant d'autres faiblesses du cerveau pour pouvoir mimer des choses qui manquent dans votre système de réalité virtuelle. Et donc aller plus loin, avoir de plus grandes pièces alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, deux derniers petits points. Une application non réalistique. Alors là, c'est juste, vous avez un appartement à Paris, vous voulez rentrer dans votre salon virtuel, pourquoi pas, dans la chambre, vous arrivez, vous regardez par la fenêtre, c'est un désert en Égypte. Et vous sortez par une autre pièce, c'est le Japon. Donc là, on l'a beaucoup vu tout à l'heure, donc ça tombe à plat maintenant, mais dans des conférences où les gens n'ont pas vraiment ce côté créatif, c'est important de le souligner que finalement, dans le monde virtuel, on a plein de limites qui sont effacées. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, on n'est limité que par notre imagination. Donc pour conclure, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Bon, du coup, on pourrait prolonger en disant qu'un film vaut 1000 images. On peut aller plus loin en disant la réalité virtuelle, finalement, une application peut remplacer 1000 films. Donc,
si ça fait 1000 films, si on fait